entre l'universel et l'individuel, il y a un troisième facteur qui est le collectif. Et le collectif, ce n'est ni l'individuel ni l'universel. Si on entend le collectif au sens de propre à une collectivité, à une entité particulière, qui ne saurait être réductible ni à l'individualité, ni à l'universalité. Et je crois que là, il y a un déficit de la pensée. Je vais prendre deux exemples. Considérant Kant, par exemple, l'impératif catégorique. Individualité, universalité, encore une fois. Eh bien non. L'impératif catégorique, il peut s'appliquer à un groupe. Et on n'a pas à raisonner au niveau de l'universel, ni de l'individuel d'ailleurs. Donc là, il y a une catégorie qui fait défaut quelque part. Il faudrait comprendre pourquoi d'ailleurs. On dit que l'homme est un zoon politikon, un animal politique, un animal de la cité. Mais la cité, ce n'est pas l'universel ni l'individuel, la cité. La cité, c'est une certaine cité dans laquelle je me trouve, dans laquelle je me suis inscrit, par laquelle je suis marqué. Donc, là aussi, il y a des façons de lire qui sont un peu biaisées. Et puis, j'en reviens à mon sujet principal, concernant les Juifs. Il faut savoir que entre l'État juif qui aurait une vocation à absorber la totalité des Juifs dans le monde, et donc qui aurait en quelque sorte une dimension universelle, et la diaspora, où les Juifs seraient dispersés, il y a un État intermédiaire, ou en tout cas il y a un troisième État, ou un État médian comme on voudra, qui veut que les Juifs puissent s'inscrire au sein d'un ensemble, qui ne serait pas non plus l'ensemble universel, qui ne serait pas non plus un État complètement isolé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand Herzl, par exemple, s'adresse au sultan de Constantinople, Istanbul, il ne propose pas, à proprement parler, l'instauration d'un État juif complètement autonome, mais d'un État qui serait intégré dans l'ensemble de l'Empire ottoman, qui en tant qu'empire, justement, est susceptible de gérer la diversité des entités qui se situent en son sein. Donc, lorsque, en 1917, les Anglais, c'est la déclaration de Balfour, proposent à Lord Rothschild, chef de la communauté anglaise, britannique, l'installation d'un État juif en Palestine, c'est au sein d'un ensemble, c'est sous la protection quelque part de l'Empire britannique. Ensuite, quand il y aura le mandat britannique sur la Palestine, dans le cadre de la Société des Nations, c'est également sous l'égide de la Société des Nations. Et en 1947, lorsque sera votée l'instauration de deux États, un arabo-musulman, l'autre juif, sur ce territoire, comme il avait été instauré en 1923, c'est encore une fois sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire que, et ça ne fonctionne plus comme ça. L'ONU ne se sent pas responsable aujourd'hui de l'existence de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est un État comme un autre, alors qu'en réalité, c'est une création quelque part. Au sein de l'ONU, ce n'est pas un État comme un autre, c'est un État créé dans le cadre de l'ONU. C'est pas pareil. Donc, où est-ce que je veux en venir?
Je veux en venir que la solution, pour employer le terme qui est utilisé par Herzl en 1897-96, dit Lösung, et qui est repris de manière un peu sinistre sous la forme de solution finale. C'est toujours le même mot, Lösung, puisque Herzl écrit en allemand. La solution de la question juive n'est ni celle d'un État autonome, qui ne serait protégé par personne, sinon par lui-même. C'est-à-dire ce qu'on nous répond, oui, ben Israël il a une grande armée, donc il est autonome. Ni la persistance d'une sorte de diaspora, mais l'existence d'un État juif au sein même d'un empire. Et le mot empire, il faut le prendre dans un sens très large. Une nation est un empire, hein, à moins qu'elle soit totalement homogène. La France est un empire. Même sous la forme de l'Hexagone, elle reste un empire. Avec d'ailleurs des possibilités de développement et d'extension qui se sont présentées à différentes époques, avec des mouvements d'avancée, de recul à ce sujet au niveau de sa dimension. Le consistoire, la création par Napoléon en pleine période impériale, il ne faudrait quand même pas le rappeler, l'oublier, d'un consistoire des Israélites de France, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, c'est une solution qui n'est ni celle d'un État juif en Palestine, ni celle d'une dispersion des Juifs sans aucun critère, sans aucun cadre. Et Napoléon avait envisagé antérieurement, lors de la campagne d'Égypte, je crois, une sorte d'État juif. Donc le consistoire, c'est une autre solution qui vient presque 10 ans plus tard. Et donc le consistoire n'est pas compatible, le consistoire des Israélites de France, n'est pas compatible structurellement avec le sionisme. Le sionisme n'a pas la même philosophie que le consistoire. Et donc, être au consistoire, puisque actuellement je connais certaines personnes qui s'y trouvent, ça n'est pas du tout lié nécessairement à l'idée que les Juifs doivent aller vivre en Israël. Et même le mot Israël, excusez-moi de le dire, quand on emploie le mot Israël, ça ne renvoie pas nécessairement à l'État d'Israël. C'est une façon d'appeler le peuple hébreu. Et on joue beaucoup sur ce point. Hier, j'ai écouté une conférence à la Victoire, justement, dans le cadre des séminaires mensuels autour de Manitou l'hébreu. Je crois que c'est le Rav Cherki, je ne me souviens plus très bien qui parlait. Eh bien, il employait le mot Israël de façon biaisée, n'est-ce pas? Israël, c'était l'État d'Israël. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais cette petite entité là toute seule, qu'est-ce que ça signifie, voyez-vous? Dans quel cadre se situe-t-elle? Quelle est sa portée, quelle est sa dimension? Et donc, quand on regarde cet État isolément, ça devient dérisoire. S'il s'inscrit au sein de l'Europe, s'il s'inscrit plus exactement au sein de la France, là ça fait sens. Parce que la France c'est quelque chose d'important, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Mais là, ce petit territoire de quelques milliers de kilomètres carrés, entouré, une sorte d'enclavé au sein du monde arabe, arabo-musulman, ça ne fait pas sens. Au lieu d'être inscrit dans ce monde, il est enclavé et entouré de manière hostile. Donc c'est exactement l'inverse. Donc entre une communauté juive en France, acceptée et reconnue par la France, dans un ensemble qui la dépasse largement, bien entendu, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il y a un ghetto juif en France, mais simplement qu'il y a un statut des juifs en France, quelque part, un statut de la communauté juive en France, et le fait d'être un citoyen israélien dans un pays qui est replié sur lui-même en quelque sorte, même s'il s'inscrit quelque part dans la mouvance américaine, états-unienne, etc. Bon, on pourrait dire ça aussi. Hein. Néanmoins, géographiquement,
bon, Israël n'est pas aux États-Unis, ne se situe pas aux États-Unis, alors que les Juifs, eux, de France, se situent au sein même de la société française. Donc c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, il y a, entre parenthèses, des Juifs qui vivent aux États-Unis et qui ne sont pas en Israël. Et là aussi, il y aurait une ambiguïté, puisque finalement, cette communauté juive, qui n'est peut-être pas consistoriale, aux États-Unis, elle existe aussi. Et donc Israël se trouve confronté à deux communautés juives, celle des États-Unis d'une part, celle consistoriale en France, et puis alors il y a la solution israélienne. Voilà. Et cette solution israélienne, au fond, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Et donc, je répète encore une fois, le consistoire n'est pas là pour développer une allégeance particulière à l'État d'Israël. Encore qu'il faille comprendre ce qu'on entend par sionisme. Pour Herzl, le sionisme ne renvoyait pas nécessairement à Israël. Certainement pas. Le mouvement sioniste n'était pas polarisé sur Israël. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, ce sont les chrétiens, les sionistes chrétiens, qui étaient omnubilés par le fait de revenir en Israël, parce que le mimétisme faisait qu'il fallait aller sur les pas du peuple hébreu, mais le peuple hébreu lui-même n'est pas dans un mimétisme. Quand on est soi-même, on n'est pas dans le mimétisme. C'est quand on est à l'extérieur qu'on est dans le mimétisme. Et donc, les Juifs ont parfaitement le droit de s'autodéterminer et déterminer où ils veulent aller, où ils veulent se situer. Donc, le collectif, c'est quelque chose qui n'est pas universel et qui n'est pas individuel.